Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, on va parler bilan lecture spécial manga parce que même si il y a le PAL, la challenge, là, descendre sa PAL à tout prix, il y a quelques mangas que j'avais achetés entre temps et qu'il a fallu que je lise évidemment. Du coup, je n'ai qu'une hâte, c'est de vous les présenter tout de suite. On commence avec un presque coup de cœur. Il s'agit de L'Enfant et le Maudit, le tome 1 de Nagabe aux éditions Komiku. C'est un titre que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que Komiku nous teasait sur les réseaux sociaux, nous lançait de temps en temps une image. Ouh, ça avait l'air beau, ça avait l'air bien. Et c'est beau et c'est bien, effectivement. On est dans un monde assez moyenâgeux où il y a ce qu'on appelle les maudits. Ce sont des êtres humains qui ont été touchés par une créature démoniaque et qui se sont transformés en monstres, qui se sont transformés en maudits et qu'il ne faut surtout pas approcher. On rencontre dans cette histoire un maudit qui, étrangement, se balade avec une petite fille qui, elle, n'est pas maudite du tout, se porte à merveille et attend visiblement que sa tante vienne la chercher. On suit les aventures de ce drôle de duo dans leur vie quotidienne et on apprend à aimer ce drôle de duo parce qu'ils sont attachants. La petite fille appelle le maudit qui la suit et qui la protège le professeur et on sent qu'il y a un lien entre eux, on sent qu'il y a de la tendresse et j'ai beaucoup aimé cette relation qui commence dans ce premier tome et évidemment ce premier tome se termine sur une scène ô combien alarmante. Mais voilà, à part vous dire ça, j'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est l'illustration d'une vie au quotidien en fait. Et donc il n'y a pas de grand renversement, il n'y a pas de grande révélation. C'est très beau visuellement. Personnellement je trouve que ça fait pas très manga. Effectivement c'est en noir et blanc et ça se lit de droite à gauche. Mais si ça avait été publié sous forme de bande dessinée occidentale, je pense que ce serait tout aussi bien passé. Je pense d'ailleurs que vous le voyez assez bien à la couverture. On a vraiment un style graphique très particulier. Un style un peu très crayonné, comme j'aime bien le dire, on sent le coup de crayon, c'est un style très léger, un style tout en minutie, tout en détail, et sur ce point-là c'est très beau. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire. D'autres, voilà, c'est presque un coup de cœur parce qu'effectivement, ça m'a beaucoup plu dès ce premier tome. J'attends de voir la suite, voir si c'est tout aussi bien. Je le sens bien ce manga, mais voilà, je ne peux que vous conseiller de le voir de vous-même pour que vous puissiez vous faire votre propre idée sur le dessin, sur l'histoire et sur ce lien qui relie le professeur et la petite fille. Là, on part sur un coup de cœur avec La Reine d'Égypte de Chie Inu aux éditions Kiyun. Je vais vous révéler quelque chose, mais je suis folle amoureuse de l'Égypte. L'Égypte, c'est ma passion. Quand j'étais petite, je rêvais Égypte, je parlais Égypte, je mangeais Égypte, je vivais Égypte. Et quand j'ai eu la chance d'y aller, enfin, après des années d'attente, après des années d'espérance, bah je dois dire que j'étais bien en Égypte. J'avais l'impression d'être chez moi, j'avais l'impression de vivre un rêve éveillé. J'étais particulièrement heureuse là-bas. Et quand il a fallu partir, ça a été un vrai déchirement. Du coup, tout ce qui touche à l'Égypte, évidemment, je traîne un peu mon nez. Et quand j'ai su qu'il y avait un manga qui sortait sur l'Égypte, ah bah j'étais pas peu contente. Reine d'Égypte, c'est l'histoire de la première pharaon femme, Hatshepsut, qui va, contre vents et marées, prendre le trône. Alors évidemment dans ce premier tome on n'en est pas encore là, il se trouve qu'Hatshepsut est encore très jeune, elle vient de se marier avec son demi-frère et elle devient donc reine. Mais en tant que femme elle ne peut pas prendre le pouvoir et elle va donc subir plus qu'autre chose sa position royale. Hatshepsut c'est un peu le garçon manqué, elle est forte, elle est combative, elle est indépendante, mais voilà le problème c'est que c'est une femme et que les femmes n'ont pas leur mot à dire dans cette société. Mais qu'à cela ne tienne, elle en a rien à faire, si elle décide de faire quelque chose, elle le fait, et elle le fait avec bravoure et avec intelligence. Je dois bien avouer que j'avais très peur avec ce manga parce que je craignais de voir une Égypte caricaturale, une Égypte de dessin animé, et finalement ça a été un vrai coup de cœur parce que c'est l'Égypte que j'aime en fait. C'est une Égypte bien traitée, c'est une Égypte bien documentée, c'est une Hatshepsut qui est touchante, qui est émouvante, qui est forte, qui a des valeurs et qu'on aime suivre dès les premières pages de ce manga. Et c'est surtout un dessin très plaisant, un dessin typiquement shonen. Les personnages sont réalistes, les personnages sont un peu idéalisés physiquement parlant, mais ça ne gâche rien à l'histoire. Et surtout Hatshepsut, même si elle est femme, elle n'est pas non plus dans la caricature de la reine d'Égypte. Comme on a pu le voir avec Cléopâtre par exemple, elle n'a pas des grands yeux avec des lumières, elle n'a pas une chevelure de rêve. Elle est au contraire très humaine et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce premier tome et j'ai hâte d'avoir la suite pour voir ce que ça va donner. Et surtout au dernier salon, j'ai eu la chance de rencontrer Chie Inu lors d'une séance de dédicace et elle m'a fait mon beau anibis, alors je suis trop contente.
On reste dans l'historique avec le troisième Gédéon de Tori Nogizaka aux éditions Glénat. Celui-là aussi, je l'attendais avec grande impatience parce que ça parle de la Révolution française et au cas où vous n'auriez toujours pas compris, j'adore cette période historique. On suit le personnage de Gédéon, un écrivain qui essaye d'écrire pour vivre, voilà, des écrits un peu fantasmés, hein, pour ne pas dire autre chose, et qui rêve de révolution, qui rêve d'un nouveau futur pour son pays, d'un nouveau futur pour le royaume de la France, mais qui n'est malheureusement pas souvent écouté. Et un jour qu'il est en difficulté, il retrouve un ami d'enfance, Georges, duc de Loire, et à partir de là, Gédéon va mettre un pied dans la Révolution française, sans forcément savoir où il se dirige. C'est un premier tome, donc c'est un premier tome d'exposition. On découvre le personnage de Gédéon, on découvre le personnage de Duc de la Loire. Donc sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il y a déjà l'ambiance un peu sadique, l'ambiance un peu malsaine qui me plaît énormément. Et il y a plusieurs petites histoires sur ce que fait Gédéon dans son village, sur ce que le Duc de Loire, lui, fait pour aider les pauvres, aider les plus malheureux. Et il y a également de la tension puisque on découvre que tous les personnages ne sont pas blancs comme neige. Alors évidemment ce manga a gagné des points puisqu'il parle de la Révolution française, mais j'ai l'impression qu'il va bien en parler, j'ai l'impression qu'il va pas partir dans la caricature ou dans le trop-plein, comme peut le faire parfois Innocent. Donc je pense sans hésiter que je m'achèterai la suite et que je la lirai avec avidité parce que j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. J'ai très envie de voir comment Gédéon va se débrouiller avec des révolutionnaires historiques comme Robespierre. Et je sais pas, je le sens bien. Les dessins sont pas particulièrement beaux ni particulièrement moches. Je suis pas particulièrement sensible au dessin, mais moi ça me plaît. Voilà, pour vous montrer un peu le genre. En tout cas, si vous aimez cette période historique, je pense que ça peut vous plaire, donc foncez sans hésiter. On parle d'une suite avec le tome 2 de Rikudo de Toshimitsu Matsubara aux éditions Kazé. Je remercie beaucoup les éditions Kazé de m'avoir envoyé le tome 2 parce que c'est vrai qu'avec le challenge de la palle, j'étais pas sûre de m'acheter le tome 2 tout de suite et de l'avoir reçu comme ça, en surprise, c'était trop bien. Je suis très enthousiaste sur ce tome 2 parce que déjà il y a des vrais combats de boxe. Voilà, ça y est, enfin, j'ai pu voir de vrais combats de boxe, j'ai pu voir le sang couler, j'ai pu voir les coups être donnés, j'ai pu voir la tension, j'ai pu voir l'amertume du perdant, enfin j'ai pu voir tout ça et j'étais très heureuse. Alors effectivement, c'est comme je le présentais, le mouvement, le geste, le sport est bien représenté dans ce manga. Je vous laisse admirer. Mais surtout ce que j'ai aimé, c'est l'introspection qu'il y a avec le personnage de Riku. Dans le tome 1, on a son enfance, on a la raison qui l'ont poussé à faire de la boxe. Mais maintenant qu'il est adolescent, maintenant qu'il est plus grand et qu'il a dépassé ce stade, eh bien il se demande mais pourquoi est-ce que je continue? Est-ce que c'est une bonne voie pour moi? Est-ce que j'ai quelque chose qui me pousse à boxer? Et finalement dans ce tome 2, peut-être qu'il va trouver sa réponse. C'est dans la continuité, on a de nouveaux personnages qui arrivent, on a de la tension qui s'ajoute avec ces nouveaux personnages. Ça promet de belles batailles, ça promet de beaux moments de sincérité, de beaux moments d'émotion et j'ai hâte de découvrir la suite. On termine ce bilan lecture avec un autre manga de chez Kazé, il s'agit de Fire Punch de Tatsumi Fujimoto. Alors là il faut savoir que c'est des épreuves non corrigées, j'ai eu la chance de les recevoir de la part de chez Kazé dans une superbe box, donc je remercie beaucoup les éditions Kazé parce que c'est vrai que c'est le gros titre de ces éditions pour 2017 et j'avais évidemment très envie de les découvrir, donc les découvrir en avant-première c'est trop bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'en est pas loin. On se trouve dans un monde presque post-apocalyptique. Un jour, la sorcière des glaces a débarqué et a dit « Moi, je gèle toute la planète ». Du coup, elle a fait tomber la neige, elle a fait tomber la neige, elle a fait tomber la neige, et la neige tombe toujours. Le froid a envahi la vie quotidienne des gens, et le monde est devenu un désert de glace. Dans ce monde de glace, il y a des élus qui sont apparus, des êtres dotés de pouvoir, et c'est le cas d'Agni et de sa sœur Luna. Ils possèdent la faculté de se régénérer. Quand on leur coupe un membre, le membre repousse aussitôt. Aussi dans un monde où la famine est constante, c'est vrai que quand on ferme un peu les yeux, ce pouvoir est assez intéressant et assez pratique. Grâce à leur faculté de régénération, Agni et Luna nourrissent les habitants de leur village. Mais voilà qu'un beau jour, l'armée débarque, l'armée découvre que les habitants sont cannibales et l'armée fout le feu. Mais évidemment, c'est pas un feu sympathique, c'est pas un feu tout simple, un feu qu'on éteint avec de l'eau ou avec de la neige. Non, c'est un élu qui a foutu le feu et ce feu est magique. Ce feu brûle
jusqu'à la mort de sa victime. Et le problème d'Agni, c'est qu'il se régénère. Autrement dit, le feu brûle constamment et Agni ne peut pas mourir. Seul survivant de cette catastrophe, il va vivre des années avec ce feu, il vit toujours avec ce feu et il n'a qu'une idée en tête, se venger. C'est donc un scénario très dur que nous proposent ici les éditions Kazé, puisque dès les premières pages, on a quand même des membres qui sont coupés pour nourrir la populace. Ensuite, on a un feu qui dévore le corps de ce pauvre Agni. Ensuite, on a l'armée qui fait des saloperies à tout ce qui bouge. C'est pas un monde sympathique. Mais justement, dans ce monde si froid, dans ce monde si dur, on s'attache très vite à Agni et à sa sœur Luna, et on est très vite désespéré, comme Agni peut l'être lorsqu'il perd sa sœur, lorsqu'il perd ses amis, et lorsqu'il perd tous les habitants du village. Très rapidement, on a envie qu'il retrouve le méchant de l'histoire, on a envie qu'il se venge, et on a aussi envie qu'il se débarrasse définitivement de ce feu qui le brûle, et qui lui fait mal à un point tel. On a mal pour lui, on a mal pour ce qu'il vit et on a envie de l'aider, mais on peut pas malheureusement parce que il est dans le manga et nous on n'y est pas. C'est vraiment une ambiance qui me plaît parce que dans ce monde où tout est désespoir, où on a l'impression que toutes les horreurs du monde peuvent nous arriver, eh bien il y a toujours cette petite note de lumière, cette petite touche d'innocence qui arrive à remonter le tout, et là on le retrouve avec un personnage, un petit garçon qui va rencontrer Agni des années plus tard. Ce personnage, il est drôle, il est touchant, il est naïf, il est limite un peu con, mais moi je l'ai adoré et j'étais un peu désespérée quand j'ai vu qu'il lui arrivait des malheurs. C'est un premier tome qui claque parce que c'est violent dès le départ, ça se termine aussi de manière violente et ça pose de nombreuses questions sur la suite de la série en fait. Mais je trouve que c'est très bien joué de la part de l'auteur. Au lieu de miser sur l'histoire de base, l'histoire de la vengeance, eh bien fait un virage à 90 degrés à la fin de ce premier tome et nous promet de belles histoires par la suite. Personnellement, je trouve pas que le dessin soit beau, mais le dessin est fort. Le dessin est un dessin de manga, un dessin de seinen, avec une petite touche de réalisme, et je trouve que le dessin est violent dans sa gestuelle, est violent dans sa trame, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu également. Je vous laisse admirer. Dans un monde de glace, et les pages sont souvent claires, il y a de grands espaces blancs, on prend le temps de découvrir l'histoire, on prend le temps de découvrir le monde, et c'est quelque chose qui m'a plu, et c'est un premier tome très prometteur. Donc je suis désolée de vous dire qu'il va falloir un peu patienter pour la sortie de ce premier tome qui sort le 21 juin 2017, mais il en vaut vraiment la peine. Donc quand il sortira, je ne peux que vous le conseiller très fortement parce que c'est un premier tome qui en jette et un premier tome qui promet de belles aventures par la suite. Voilà, ce bilan de lecture est terminé, il était court, mais j'ai été heureuse de vous le faire. En tout cas, j'espère que vous faites de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!